Salam alaikum, Azul Fillawen, et bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a un peu spoilé Lina, moi je m'appelle Judith, je suis franco-portugaise et maintenant ça fait un peu plus d'un an que j'habite en Algérie, et plus particulièrement en Kabylie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que depuis que je suis arrivée, j'ai remarqué que les personnes, quand je leur dis ça, elles ont trois réactions, la plupart du temps. La première, c'est waouh, t'es algérienne! Ah, c'est génial! comme si, euh, comme si le simple fait que j'étais étrangère m'octroyait le droit à m'octroyait le droit à un traitement un peu spécial, ou du moins particulièrement positif, plus que par rapport à mes homologues algériens. La deuxième, c'est plutôt du style Wentia Mezouja. Oui. Et la troisième, et en fait la plupart du temps, c'est plutôt celle-là. C'est un peu retard. La plupart du temps, c'est celle-là. C'est en fait... Allège. Allège. Allège, qu'est-ce que tu fous ici? En fait, je vous dis ça parce que je me suis longtemps posé la question de ce que j'allais dire aujourd'hui. Vraiment, j'ai hésité. Je suppose que si l'équipe de TEDx m'a gentiment invité à venir, c'est parce que j'œuvre dans l'entrepreneuriat social, dans l'innovation sociale de manière générale. D'ailleurs, qui ne sait pas trop ce que ça veut dire innovation sociale? C'est normal, hein, c'est très, très naissant. Levez la main, qui ne sait pas ce que c'est innovation sociale? C'est cela, ouais. En fait, l'innovation sociale, elle consiste à apporter des réponses qui sont nouvelles à des problèmes qui sont peu ou du moins mal satisfaits, problèmes sociaux ou environnementaux. Donc en fait, la plupart du temps, c'est des problèmes qui vont rester négligés. Et puis négligés alors qu'ils restent sérieux et avec de grandes conséquences négatives, en vrai. On peut prendre par exemple en Algérie la réclusion, l'isolement des populations rurales qui souffrent donc de la fracture territoriale, et ça comme grande conséquence l'exode rural avec tout ce qui va avec. On peut encore citer le mal logement ou les conditions de vie extrêmes des populations vulnérables dans le sud. Par population vulnérable, j'entends population réfugiée, population sans abri. Bref, on pourrait en citer beaucoup. En tout cas, mon propos, c'est juste de dire que moi, en termes d'innovation sociale en Algérie, je suis clairement pas la plus légitime. Et la question de la légitimité est importante. Des tas d'Algériens et des tas d'Algériennes œuvrent dans ce sens depuis bien plus longtemps et ont beaucoup d'impact positifs. Et ça a commencé par des personnes que je connais personnellement, en fait. Comme Mariam Ben Slama, elle est belle, hein? Elle va se marier aussi. Qui est responsable du Centre algérien d'entrepreneuriat social, comme Hanan Kawen, qui est juste en haut, comme Asma Mortari, comme Yanis Bouda, Zinab El Haddad, Lilia Lazi, Tarek Rezali, Ismaël Chaïb. Bref, il y en a plein pour ceux qui ont œuvré pour la fondation de ce centre et donc pour l'innovation sociale, sans compter tous les autres. Alors je me suis dit, c'est le moment ou jamais de parler d'un sujet qui me tient à cœur. comme l'éducation sexuelle, comme la construction de maisons en terre, comme les intestins, comme les migrations, comme l'agriculture de demain, l'industrie du tabac, les industries dévastatrices tout court, n'est-ce pas? Les pieds. Après, je me suis calmée. Je me suis calmée quand j'ai parlé à mon mari, qui m'a dit, mais pourquoi tu t'adresserais pas tout simplement au public qui a devant toi, à ce public de jeunes Algériens? Qui a moins de 35 ans dans la salle? Put your head. Wow. Ok. Bon, c'est QFD. Et en fait, il avait raison. Alors, j'ai décidé de dédier à ce talk la réponse à la question Alèche. Alèche rani hna. Je suis née à la Goutte d'Or, ici, à côté de Barbès, à Paris, pour ceux qui connaissent. Ouais. Barbès, en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu comme la banlieue, mais dans Paris intramuros, en termes de multiculturalité, de couleurs, bref. Et ce, au début des années 1990, quand l'Algérie, elle, s'enlisait dans la décennie noire.
Par la suite, j'ai grandi à Clichy, juste à côté. C'est une commune limitrophe en fait de Paris. Et comme beaucoup d'autres, avant de connaître la belle gentrification qu'elles connaissent actuellement, gentrification, ça veut dire embourgeoisement, hein, pour faire simple. En fait, c'était le lieu d'atterrissage, ou du moins de redirection, en fait, pour être plus franc, des personnes immigrées. Et en y regardant bien, je me suis rendu compte que 99% des personnes qui ont plus compté pour moi dans ma vie, depuis l'enfance et encore jusqu'à maintenant, en fait, c'est des descendants et des descendantes d'immigrés. Des descendants et des descendantes d'immigrés serbes, polonais, italiens, espagnols, tchèques, congolais, sénégalais, béninois, camerounais, algériens, marocains, tunisiens. Ils sont tous là. Et en fait, c'est un peu à ça qu'elle ressemble, la France que j'aime. Comme mon père. Lui, il est né et il a grandi au Portugal pendant la dictature du colonel Saint-Lazare. Et en fait, il a essayé de rentrer illégalement en France à 3 reprises. Il a réussi la 3e fois, alors qu'il était à peine majeur. En fait, il ne pouvait tout simplement pas être qui il voulait être dans son propre pays. Et comme beaucoup d'autres, il a cherché ailleurs la liberté. La liberté. Bien joli mot, n'est-ce pas? C'est un des premiers mots de notre devise en France, comme vous le savez. C'est un mot qu'on nous a enseigné de différentes manières, à travers les cours d'éducation civique, à travers les cours de philo, à travers les cours d'histoire, à travers les cours de littérature et j'en passe. Petite, on m'a appris que la France était une république. On m'a appris que la France était une démocratie, un pays de liberté, un pays de révolutionnaires, un pays de justice, un pays qui rayonnait de par le monde, par la défense des droits de l'homme. Bref, un pays développé. Et puis, on m'a appris qu'il y avait des pays qui n'étaient pas développés, ou peu développés. Et puis après, on a fait un petit effort avec l'appellation pays en voie de développement. Bref, pour faire simple, hein, on nous apprenait comment nous, on voyait les autres, comment on jugeait les autres, voire même on les hiérarchisait selon nos critères. On ne peut plus réducteur. Et quand je dis ça, c'est parce qu'au fond, j'ai eu l'impression que comme toute petite Française et comme tout petit Français, on nous a injecté, ouais, j'ai l'impression, une petite dose du virus de la franpicouse. Est-ce que vous savez ce que c'est la franpicouse? Ouais, c'est quoi? C'est qui l'a dit? Bref, c'est une maladie. C'est une maladie que les Français ont beaucoup. Vraiment, c'est très répandu. Et qui fait qu'on est vu à travers le monde comme des personnes hautaines. Ouais, exactement, exactement. C'est une maladie qui fait que beaucoup de nos dirigeants, une grande partie de nos médias, et malheureusement certains de nos concitoyens ont ça c'est nous, ont un rapport à l'autre un peu plus délicat, un peu mitigé quand même, hein, je pense qu'on peut le dire, et encore c'est un bel euphémisme. Et ouais, ça c'est nos dirigeants. Et loin de moi de dire que nous, les Français, loin de moi le fait de dire que, comment dire, loin de moi de leur jeter la pierre, de dire qu'aucun individu, aucun peuple n'a jamais eu des idées stéréotypes. Je pense que vous en avez, on en a tous des idées stéréotypées, préconçues, voire même racistes sur les autres. En revanche, en France, on a tendance à abuser un peu. Je pense que vous l'avez remarqué. Loin de moi l'idée non plus de dire qu'aucune personne n'a jamais trouvé de liberté là-bas, ou du moins plus qu'il ou elle en avait auparavant. La preuve en est mon père qui a finalement fait sa vie, trouvé une femme, fondé une famille, un travail et a fait sa carrière. Idem pour l'égalité, idem pour la fraternité, là j'en suis un peu moins sûre. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai grandi, je suis devenue énormément critique envers ces valeurs qu'on nous a longtemps martelées et qu'on a élevées en étendard de la République. Si on prend tout simplement le mot liberté,
Liberté, dans notre démocratie, nos banques financent des génocides. Notre État finance des guerres. On travaille pour s'endetter, on s'endette pour consommer et on consomme pour être libre. Égalité. Égalité en France, concrètement, dans les faits, quand tu veux avoir accès à un logement, à un travail ou encore à un emploi, ça dépend de ton sexe, de ton genre, de tes origines, de ton homonyme, de ton orientation sexuelle, de ton poids. Alors, ça va super loin. Et félicitations à celles et ceux qui ont pu passer à travers ce filtre. Égalité quand, dans les faits, en fait, notre système est basé sur l'élitisme, quand concrètement, les plus pauvres n'ont pas accès aux mêmes droits que les plus riches. D'ailleurs, comme à ceux à qui on refuse le simple fait d'être français. Égalité quand, pareil, nos lobbies ont plus de marge de manœuvre que nos propres élus. Ça tombe mal. Et enfin, fraternité. Fraternité, on ne se parle plus. On ne se parle plus et on préfère payer des personnes qu'on ne connaît pas pour prendre soin de celles qui nous ont mis au monde et tout donné dans des endroits qu'on appelle communément maisons de retraite, ou pour celles et ceux qui ont le plus du mal, établissement d'hébergement de personnes âgées. Terme très technique. Bref, là, vous pouvez me le dire, j'ai mis un peu tous les détracteurs d'Harry Potter contre la France. Je vous l'accorde. Mais bien sûr, tout le monde sait que chaque pays a ses aspects positifs et négatifs. C'est juste que moi, en fait, j'y ai cru à ces valeurs. J'y ai cru, et ce pendant assez longtemps. Jusqu'à ce que je me rende compte que les personnes qui les incarnent, ces valeurs en France, c'est pas celles qui s'en revendiquent à longueur de journée. Non, en France, les personnes qui les incarnent, ces valeurs, c'est celles qui doivent l'arracher, cette liberté, cette égalité et cette fraternité. Bref, après, quand je suis partie pour le sud et l'est du pourtour méditerranéen, j'ai pris du recul. En fait, plus je prenais du recul, plus ce sentiment de déception s'exacerbait en moi. Jusqu'à ce que j'arrive en Algérie, point d'atterrissage. Quand je suis arrivée en Algérie, pour le boulot, en fait, moi aussi j'avais des stéréotypes. J'avais des stéréotypes et parfois c'est même pas conscient, en fait. C'est même pas conscient. Je suis arrivée toute fière. Non, j'ai pas de stéréotypes. Vive l'humanité. Bref, la vie m'a directement calmée. Une des premières personnes que j'ai rencontrées en Algérie, c'est Mélissa Yami. Mélissa Yami, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, c'est une franco-algérienne. Bien sûr, avant, j'ai rencontré mon mari. C'est une franco-algérienne, du coup, qui est née ici et qui a grandi jusqu'à l'âge de 11 ans. Et qui, après, elle est en France. Et elle est revenue récemment sur cette terre pendant 6 mois pour aller à la rencontre de celles et ceux qui, aux 4 coins du pays, essayent de faire bouger les choses, essayent de faire bouger les lignes, et ce, de manière très positive. C'était le Yes Weekend Tour, ça a duré donc 6 mois, et le but était de les rencontrer et de les filmer pour les valoriser. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, quand on était sur les routes avec Mel, puisque j'ai rejoint le tour pour une partie, il y a des gens que je connaissais pas, qui me connaissaient pas, qui connaissaient pas Mel, que Mel connaissait pas, bref, on se connaissait pas, et qui nous ont hébergés de A à Z, comme ça. Des personnes qui nous ont nourris, comme ça. Faciliter la vie au quotidien, les actions au quotidien, parfois même sorties de gros pétrins, comme ça. Et pour moi qui venais de France, ou plus généralement d'Europe, ça m'a paru un peu ahurissant, puisque nous, quand on veut inviter quelqu'un le soir à un dîner, il faut envoyer une lettre au ministère du Respect avec accusé-réception et un délai minimum de 3 mois. Et après, on doute. Bref. En tout cas, tout ça, c'est sans parler des personnes qu'on a eu vraiment la bénédiction de rencontrer pendant ces 6 mois. Comme typiquement Hanan, qui est une jeune oranaise et qui, du jour au lendemain, a décidé d'aller dans le meilleur restaurant d'Oran, dont je ne vous dirai pas le nom, mais ça commence par un M, pour collecter les résidus alimentaires et pour les donner après par la suite à des personnes sans abri, comme Kamel de Rardaya, plus actif tu meurs, plus impliqué dans je ne sais pas combien de projets de la société civile, tu meurs. Super hospitalier avec un cœur de 90 kilos. Comme Kraddoul qui habite à Timimoun avec sa femme et ses enfants.
Et Kraddo, lui, il avait un poste assez intéressant, il avait un poste assez confortable. Et il l'a quitté pour restaurer la maison de ses ancêtres et en faire une maison d'hôtes, avec une plantation biologique dans son bas-terrain, pour nourrir les voyageurs qu'il accueille avec une très 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 grande humanité, honnêtement. Ou encore comme Sami, Shihab et Umayma, qui sont sétifs et qui, eux, éduquent des enfants à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux grâce à la science et à l'ingénierie. Bref, on en a rencontré des personnes qui se battaient la tête haute sur leur terre et pour un avenir meilleur. Et puis, l'Algérie, depuis que j'y suis, j'ai aussi pu découvrir certains morceaux de son histoire, à travers les récits des uns, des autres, à travers ses auteurs, à travers ses artistes, qui sont vraiment nombreux et lumineux. J'ai pu voir et non pas lire, parce qu'avant on lisait beaucoup, certaines de ses blessures, de ses frustrations, de ses peurs. Mais dans la plupart des Algériens et des Algériennes que j'ai croisés, ce que j'ai vu avant tout, et le point commun de tous, c'était de la résilience. De la résilience, de la passion et de l'amour. Et ce a commencé par ma belle famille, avec qui je vis depuis maintenant un moment, qui m'a beaucoup appris l'Algérie, qui m'a beaucoup appris tout court, n'est-ce pas? Ou encore de ma mamie Badia, chez qui je vis à Alger. Et en fait, dans les interactions, dans la manière de vivre au quotidien, il y a toujours ce respect, cette pudeur, cette chaleur. Parfois, il y a même trop de chaleur, ça monte vite à la tête et là, ça part en hypercute gauche-droite, mais cette chaleur quand même. Ou encore cette fougue qui est bien algérienne. Peut-être que quand je vous dis ça, vous allez me dire « Ah, mais c'est un peu à l'eau de rose ton truc là, c'est un peu romantique, fleurs bleues, je sais pas ce qu'on a avec les fleurs en France, mais bref. » Mais parce que vous baignez dedans, alors que moi, en Algérie, quelque part, je suis un peu nouvelle. En tout cas, ce qui m'a avant tout vraiment beaucoup marqué, et surtout par rapport à ce que je disais par rapport à la France, c'est que en Algérie, et jusqu'à très récemment, j'ai jamais vu autant de liberté que dans les cœurs et dans les yeux des Algériens et des Algériennes. J'ai vu qu'en fait, la liberté, c'était dans sa quête qu'elle se trouvait le plus. Je pense que le monde a vu à travers les rues de Béjaïa, d'Alger, d'Oran, de Mostaranem et j'en passe, l'égalité. Je pense que le monde a vu que les femmes algériennes étaient tout autant légitimes que les hommes pour aller dans la rue, pour se réapproprier l'espace public, pour y dénoncer et se battre. Et la fraternité et la sororité. Honnêtement, dans tous les pays que j'ai pu découvrir, jamais un pays ne m'a aussi bien montré ce qu'était la sororité et la fraternité. En fait, c'est en Algérie que j'ai vu à quel point ces trois mots pouvaient autant résonner et aussi profondément résonner. Que ce soit dans les combats du quotidien ou encore dans les aspirations ou les revendications ou encore les faits. Et comme on le voit aujourd'hui dans la rue. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner une leçon de civisme et d'humanisme à l'humanité tout entière, en fait. Liberté, égalité, fraternité, ces trois mots, n'en déplaise à... n'en déplaise... n'en déplaise à lui, là, et à tous ses prédécesseurs sous lesquels moi je suis grandie. En fait, c'est ici que j'ai appris ce que ces mots voulaient dire. C'est ici que j'ai appris ce qu'ils voulaient dire réellement, leur sens réel. En fait, c'est ici que se sont terminés mes cours d'éducation civique. Je pense qu'on peut dire que la boucle, elle est bel et bien bouclée. Elle n'est pas avec moi à la télécommande aujourd'hui. Plus sérieusement, aujourd'hui, vous êtes en train d'assister à un tournant dans le pays. À un tournant où, en fait, vous pouvez façonner votre pays de demain. Votre propre système politique, votre propre voix. Et quelle place vous aurez dedans. C'est juste impressionnant. Vous pourrez le façonner, je l'espère, le plus loin possible des ingérences étrangères,
vraiment sincèrement, et des manipulations internes partisanes. C'est un moment où vous pouvez décider qui vous voulez être, loin de ce que les autres sont. Et j'insiste sur ce détail parce que je fais un peu référence à une des réactions que j'ai citées au début de mon talk, qui était un peu de traiter de manière particulière, ou de les voir bien, ou de les admirer, ou de les traiter de manière spéciale. Et en côtoyant beaucoup de jeunes dans mon travail ici en Algérie, en travaillant beaucoup avec eux, je me suis rendu compte que parfois c'était lié à un manque de confiance en soi, ou ça pouvait être lié à un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans ce qu'on porte en fait au fond de nous, parfois même à un rejet. Alors qu'en fait, si on me demande un jour, moi, ce que j'ai retenu de l'Algérie pendant tout ce temps, c'est pas les défauts des Algériens et tout. Non, non, si on me demande ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'énorme richesse naturelle, culturelle, matérielle et immatérielle de l'Algérie. Vous, les jeunes Algériens, on a vu que vous êtes en majorité aujourd'hui, vous portez en vous un patrimoine qui est juste merveilleux. Vous avez des identités qui sont fascinantes. Vous portez des valeurs qui sont fortes. En fait, vous les portez réellement. Et ça, c'est ça qui est important. Vous les portez réellement. Et surtout, vous êtes beau. Vous êtes beau tel que vous êtes, réellement. Et c'est vraiment là-dessus que je veux appuyer. Bien sûr, dans toute l'histoire de l'humanité, les civilisations et les peuples se sont toujours influencés. Et c'est bien comme ça, n'est-ce pas? C'est beau. Mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que les jeunes Algériens et les jeunes Algériennes n'ont clairement rien à envier. Vous portez en vous des choses qui sont vraiment merveilleuses. Et si dans cette même histoire, il y a quelqu'un qui doit admirer l'autre ou le mettre sur un piédestal, c'est moi, en vous voyant vous, vraiment. Quand j'ai fait ce talk auprès de mes proches, ils m'ont dit « mais t'as pas l'impression d'abuser un peu là ?» T'as pas l'impression de tirer un peu la couette du côté des Algériens? Tu crois que nous, on n'a pas de défaut? Je leur ai dit, bah ouais, très certainement. Mais c'est pas ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous avez les éléments et les ressources au fond de vous pour être qui vous voulez être, et ce, de manière à part entière. Et dessiner votre demain. Bref. Allez, je pense que je vais finir par répondre à cette question. Et ben, tout simplement parce que j'en suis venue à la conclusion que c'est bel et bien l'Algérie, au final, qui m'a appris à être française. Je vous remercie.